On est de retour, on dit quelques mots sur le Nigeria et vous évoquez donc le côté religieux de Mamadou Bouhari. Oui, donc je disais que c'est ce qui a fait gagner même Bouhari, c'est au fait que à un moment donné, il a son vice-président et qui est pasteur même de Ridim et qui fait que même les chrétiens l'ont soutenu. Au même moment, les musulmans aussi l'ont soutenu. Et ça fait gagner Bouhari à un moment donné. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que aujourd'hui, sous Bouhari, on tue les chrétiens, personne ne dit rien. On tue, même les gens vont dans les églises, les Fulani, les problèmes des Fulani qui se posent aujourd'hui. Et qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens qui ont une majorité populaire, une majorité au Nigeria, ils ont subi des choses qu'aujourd'hui, ils ne comptent plus voter, même si si c'est moi-même ici qu'on présente contre Bouhari, ils préfèrent voter pour voter Bouhari, parce que ça a causé beaucoup de dommages et d'ennuis aux pasteurs et surtout à la religion chrétienne. Donc, permettez que je vous rebondisse juste 2 mots. Parce qu'en termes de statistiques, lorsqu'on pense que cette question de tuerie, on a plus constaté que les musulmans sont plus tués que les chrétiens. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était les chrétiens qui étaient en mais par la suite, on a constaté. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau du Nigeria, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas su, c'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont su maintenir, ou bien la consistance autour de ceux qui font la politique, et qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a eu de grands hommes d'affaires, mais qui n'arrivent pas à basculer dans la politique. C'est ce que moi, je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans pas mal de pays africains, il y a cette émergence-là des hommes d'affaires qui sont au pouvoir, mais ce qu'au Nigeria, on ne le constate pas aujourd'hui. Aboubakar, c'est un homme d'affaires, donc peut-être lui, il fera l'exception aujourd'hui. On attend de voir. Peut-être que moi, ce que je dirais, c'est que je pense qu'au Nigeria, surtout le fait que ce pays ait sa propre monnaie et que soit forcément, quand on a sa propre monnaie, on est astreint à une certaine rigueur, à une certaine rigidité, fait que économiquement, les perspectives sont beaucoup plus larges, mais beaucoup plus exigeantes. Donc même quand on a à la tête de l'État des militaires, des personnes qui sont puissantes et tout ça, elles savent qu'il y a un danger à toucher les rouages de la monnaie de l'économie, sinon elles peuvent se retrouver vraiment avec énormément de problèmes. Maintenant, ceci étant dit, il y avait une question qui était intéressante, qui était celle des programmes. Alors, en Afrique, quand on parle des programmes, souvent, on va dire, on en fume un peu la population en disant oui, ok, d'accord, dans mon programme, lutte contre le chômage, l'agriculture, ça va sortir, je vais relancer le tourisme et tout. Et l'automatisme que nous n'avons pas, c'est de demander, mais oui, vous dites vous allez faire ceci, mais vous allez le faire comment? Parce qu'en réalité, si on dit lutte contre le chômage, tous les candidats ont un programme de lutte contre le chômage. Par contre, ça c'est les populations qui ne posent pas ces questions. Alors, je vais créer 10 000 emplois, mais comment? Déjà, il y a les populations généralement qui n'ont pas la réactivité de la poser. Et je pense que d'une certaine manière, il y a la société civile qui n'a pas cet automatisme, mais surtout, il y a le candidat et son staff qui, en réalité, ne développent pas. Alors, on a 3 candidats qui vont vous dire « je vais lutter contre le chômage », mais qui ne l'explicitent pas. Quand on prend le cas, par exemple, d'un pays comme la France, sur lequel on calque beaucoup de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous allez voir que le gouvernement de Hollande, qui est d'obédience socialiste, dit « je vais lutter contre le chômage ». Macron, qui s'estimait être socialiste avant de virer au centre, dit il va lutter contre le chômage. Mais les programmes ne sont pas les mêmes, les perspectives ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'à un moment, que ce soit au niveau des populations, quelles qu'elles soient, ou au niveau même de la société civile, il faut exiger au candidat qui dit je vais relancer l'agriculture, mais sur quoi il se base, quel va être... Voilà, parce que je pense que ce qui pourrait participer à l'évolution critique de la nation, ou qui pourrait participer à l'évolution critique de tous ceux qui s'intéressent à ce qui va se faire dans le pays, c'est de pouvoir mettre un candidat, de pouvoir respecter les experts que l'on a au sein du pays. Si par exemple je prends au Togo, quelqu'un dit il va faire de l'agriculture, mais allons chercher des gens qui sont sur le terrain, allons chercher des gens qui planifient, allons chercher des gens qui... En principe, ces programmes doivent être déclinés quand on a fini de consulter ces gens,
de connaître les problèmes de ces gens, mais surtout comme, parce que c'est ça un peu ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un champ, vous allez avoir 2 techniciens agricoles, mais qui ont des perspectives différentes sur ce champ. Là où l'autre va dire, vaut mieux miser dans le bio, il y a l'autre qui dira, mais mettons du pesticide. Donc, à un moment, il faut confronter le programme du candidat afin qu'il y ait un débat constructif et que la population puisse se dire, bon, lui, il dit, il va lutter contre le chômage comme ça, et l'autre, il dit, il va lutter contre le chômage comme ça. Qu'est-ce que je choisis? Et malheureusement, en Afrique, c'est pas ce qui est fait. On a quelqu'un qui vient, qui dit, je vais faire ça, mais qui n'explique pas comment il va le faire. Et après, la complication vient de quoi? Vient du fait que la personne maintenant qui vient au niveau du trône, qui s'assoit, qui devient chef d'État, prend des directives, prend des décisions, allant peut-être dans le sens de son programme. Peut-être qu'il n'était pas de mauvaise foi et qu'effectivement il a réellement décidé de faire ceci. Sauf qu'à un moment, la population se rend compte qu'on est en train de lui exiger 2, 3, 4 fois plus de travail et qu'il y a 2, 3, 4 fois plus de retombées négatives que ce qui était prévu. Donc voilà, c'était un petit le Togo maintenant. Pour finir, le Togo, j'avoue que ça n'évolue pas beaucoup, en tout cas sur l'actualité togolaise. Tout le monde est vraiment très concentré sur le recensement électoral qui va démarrer donc dans la zone 2. Ce sera à partir de ce 17 octobre 2018, c'est-à-dire demain. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire là-bas? On a vu circuler, Adam, toutes sortes d'informations. La CEDEAO va arrêter tout ça, il n'y aura pas de recensement et tout, mais bon, le train, il ne tombe jamais en panne. En réalité, c'est un sujet qui devient un peu redondant. On a tendance à vouloir le reléguer au calendrier dans la mesure où, en réalité, comme vous l'avez dit d'ailleurs, même c'est un constat qui saute aux yeux, rien n'avance, on tourne en rond, on repart de la même chose et réellement les prévisions, ou du moins nos analyses, telles que cela est conçu comme. Parce que vous savez, lorsque vous analysez quelque chose, vous partez donc des points qui puissent vous orienter à pouvoir les définir. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait, mais malheureusement, on n'arrive réellement pas à tirer meilleur profit de ce qui est dit. Ceci étant dit, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, du moins ce mois, disons en fin de semaine dernière, moi j'étais à l'intérieur du pays, j'étais dans la zone septentrionale. Et nous allons voir un peu au niveau de l'affluence ou la migration des cadres qui ont quitté un peu Lomé pour aller réellement sensibiliser la population à pouvoir prendre massivement part à ce processus-là. Ça voudrait dire de l'autre côté aussi, l'opposition qui un peu calque, disons, les potentialités sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup fait parler de ces derniers temps pour pouvoir donc appeler au boycott. Malheureusement, moi j'ai fait un constat de terrain, c'est que réellement sur le terrain, que vous prenez les plateaux ou que vous prenez certaines zones de la région septentrionale, réellement on ne sent pas réellement ce boycott-là exister. Plutôt, l'affluence est là, on essaie encore d'encourager les uns à aller se faire recenser. Et le message qui est véhiculé en réalité, ce n'est pas un message de politique. C'est un message du fait que d'abord, comme moi j'ai l'habitude de le dire d'abord, que cette carte-là est un outil qui devait permettre à la population d'avoir de détenus et que par la suite, le mot d'ordre venant des partis politiques s'en suivra. Ça voudrait dire que nous sommes, disons, sur un terrain où il y a un déséquilibre, où, disons, il n'y a plus d'équilibre au niveau des appels comme ce que nous avons constaté dans la zone 1, ce qui est normal d'ailleurs, même parce que lorsqu'on prend une zone qui, disons, lançait l'alerte ou lançait le début de la chose, l'engouement est quelquefois un peu plus faible que ce que vous allez constater dans les zones qui vont suivre. C'est ce qui est constaté aujourd'hui sur le terrain. Georges, est-ce qu'au niveau de votre formation politique, vous avez appelé au recensement ou au boycott? Nous avons appelé au recensement parce que nous estimons que le recensement, c'est une opération neutre. Et où peut-être sur les cartes... la carte d'électeur, on ne met pas clé, on ne met pas UNI, on ne met pas ANC. C'est une opération neutre. Et vous savez, pourquoi nous avons appelé au recensement? Parce que nous savons que aujourd'hui, quand on dit recensement, on peut le faire même sans les partis politiques. On peut faire les recensements même sans les partis politiques, sans même parler de la CENI,
paritaire, CENI, quoi. On peut faire le recensement. Donc, mais si aujourd'hui, nous disons que la CEDEAO, ou bien il faut la CENI d'abord, nous sommes entre deux blocs. C'est la CENI qui fait le recensement. Oui, je dis, on peut le faire. On peut le faire. Avant, dans d'autres pays, on ne parle pas de CENI. On parle du ministère de l'Intérieur. Nous, on a fait l'option de laisser le ministère du côté. C'est pourquoi je dis ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire même si on fait le bilan aujourd'hui entre l'organisation d'une élection par le ministère et par la CENI, qu'est-ce qui est mieux? On n'a jamais réussi à faire ce bilan. Mais aujourd'hui... En 1994, l'opposition a gagné, c'était le ministère de l'Intérieur. Oui. Mais aujourd'hui, c'est la CENI et l'opposition ne gagne jamais. C'est pour cela que je vous dis qu'au Togo, tout est politique. Tout est politisé, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on parle du recensement et on parle du boycott du recensement. Ouais. C'est qu'en réalité, parler du boycott du recensement n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que je vous dis que l'opération, c'est une opération neutre. Mais si on prétend que la CEDEAO, ou bien nous pouvons ramener ce recensement, nous pouvons le refaire, mais quitte à vous de travailler pour refaire. Parce que si vous appelez aujourd'hui au boycott, alors que, comme le dit le monsieur Adam, c'est que les gens n'ont pas suivi ce boycott. Aujourd'hui, à Lomé, moi, je vous dis que quand je devais faire ma carte, j'avais entendu pratiquement 30 à 45 minutes. Ah, vous avez de la chance. Oui, il y avait... Moi, ça m'a pris 4 heures de temps. C'est parce que nous, on l'avait fait très tôt. Et ceux qui sont venus vers les derniers jours, ils ont eu des problèmes. Ça veut dire que la population a compris que si vous ne voulez pas aller à une élection, peut-être vous appelez à vos militants de ne pas aller voter. Mais quand même, ils ont la carte. Mais si vous demandez au boycott et qu'au dernier moment, vous voulez aller à l'élection, vous faites quoi? Alors que vos militants n'ont pas de carte d'électeur pour vous aller voter pour vous. Vous allez faire quoi? Donc, c'est une opération neutre. Laissez-les... On va convaincre ceux qui en ont. Oui, laissez-les faire la carte. Et mais si la CEDEAO vous demande de revenir le faire, tant mieux. Donc, vous n'avez pas perdu. Alors, Horus, j'ai quand même posé une question parce qu'on fait beaucoup de débats. Chaque fois qu'il y a des élections, c'est la CENI qui est toujours au cœur des débats. Est-ce que ce n'était pas mieux avec les ministères de l'Intérieur? Bon, alors ça, c'est l'embroglio africain. Je ne vais pas dire togolais parce que, voilà, il y a d'autres exemples aussi. Maintenant, je pense que le gros problème du Togo, au niveau des acteurs, c'est surtout un problème de confiance. Et ce problème de confiance vient du fait qu'en réalité, au Togo, tous les acteurs se connaissent. Et tous les acteurs ont des dessous de table sur tous les autres acteurs. Donc, par conséquent, personne ne croit en l'intégrité de l'autre. Je pense que le vrai mal de la politique togolaise, il est là. Personne ne croit en l'intégrité de l'autre. Et en réalité, même le peuple ne croit pas en l'intégrité de ces acteurs politiques. Donc à la fin, c'est... Voilà. Alors quand on a un ministère de l'Intérieur avec la structure gouvernementale que l'on a, oui, forcément, c'est sujet à suspicion quand on sait ce qui a pu se passer avant. Maintenant, ce qui est vrai... Mais j'ai rappelé, par exemple, 94. Oui, alors le problème avec 94, c'est que si je me souviens bien, la crise était fraîche. On était sortis, voilà, voilà, c'était un peu plus, je pense que c'était, mais après, je pense avec le temps, ça commençait à se durcir, ça commençait, bon, chacun a essayé de pousser ses pions pour faire la carte de départ. Maintenant, ceci étant dit, je pense effectivement, tout comme mon frère, que en réalité, quand on observe, c'est quelque chose de très technique. Le fait de recenser les gens, de les enregistrer, c'est quelque chose de très très technique. Mais le problème dans la construction des litiges togolais, c'est que c'est plein de petits nœuds qui en forment un gros après. Je m'explique. Alors, quand l'opposition, quand on revient en arrière, quand l'opposition vient au boycott, il y a quand même une raison logique à cela, parce que, si je m'en souviens, vous me corrigerez, quand il y a eu les manifestations et on devait amorcer les conciliabules,
l'opposition a posé la question du fait que la CENI arrête un certain nombre de processus. On a suspendu quand même on a suspendu. Mais avant qu'elle ne suspende, elle avait déjà amorcé un certain nombre de choses. Ça prêtait à litige, cette affaire du fait qu'elle suspende. Alors, ça veut dire que quand ils ont commencé le conciliabule, la CENI avait déjà fait un certain nombre de choses auxquelles n'était pas associée l'opposition. Par conséquent, elle va être suspicieuse. Elle n'était pas associée à la C14 parce que l'opposition, elle est multiple, multiforme. Oui, bon, encore, ça c'est encore un autre nœud où tout le monde se... Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est un ensemble de petits nœuds et après ça en forme un gros. Donc la C14 qui est au niveau des négociations, donc je suppose que selon ceux qui viennent faire on va dire le conciliabule, la félicitation, estime que ce sont les deux principaux protagonistes. Donc la C14 n'était pas dans la CENI. Donc par conséquent, elle va émettre une objection en disant mais nous ne sommes pas associés à ce qui se passe, donc nous ne sommes pas sûrs de l'intégrité de ce qui se passe. Or, le problème qui se pose, c'est que le gouvernement, je me souviens, il y avait un discours du chef de l'État, tout ça. Alors, le gouvernement, disons, le parti UNIR, s'appuyait sur un respect de calendrier. Et ne voulait pas être pris, semblait ne vouloir pas être pris au dépourvu du fait qu'on puisse lui dire demain, non mais voilà, vous n'avez pas respecté tel calendrier, vous êtes hors du coup. Bon, alors eux, ils vont continuer leur processus. Et finalement, on se retrouve dans une situation où, effectivement, là, par exemple, on a fait le recensement zone 1 et tout, qui a été fait, et une opposition maintenant qui doit intégrer la CENI. Alors que tout le monde maintenant peut lui faire la réflexion que la CENI que vous intégrez, c'est celle que vous avez contestée. Et vous l'avez contestée parce qu'elle a amorcé quelque chose avant. Donc, si vous n'étiez pas associé à ce qu'elle avait fait avant, il n'y a pas de logique à ce que vous... Donc, à la fin, on tourne et maintenant, on retrouve on tombe dans cette problématique de est-ce qu'on va revenir après, faire un recensement. Là, par exemple, ils vont intégrer la CENI. Quand ils vont intégrer la CENI, ça veut dire que vous l'appuyez. Donc, ça veut dire que vous allez soutenir celui de la zone 2. Alors, si vous l'appuyez, ça veut dire que vous avez dit aux gens d'aller se faire recenser. Alors que vous avez dit aux gens... Bon, alors, et au Togo, on n'en sort pas. Parfois, c'est fait à dessein, on a l'impression. Quand on regarde quand même, c'est vrai que pour que la coalition intègre la CENI, jusque-là, ce n'est pas encore vraiment très acquis. Il y a le cas de l'UFC qui n'est pas réglé. Mais si elle intégrait, est-ce qu'on reprendra à zéro? Avant même de répondre à la question, j'aimerais un peu ressurgir par rapport à la question de la CENI et au ministère de l'Intérieur. Je me dis, lorsque nous-mêmes, on essaie de mettre un peu de parade, trouver des alternatives pour plus de crédibilité même à la chose, je pense que c'est ce processus-là qui n'est pas allé au bout en réalité. Parce qu'on délocalise la gestion des élections du ministère qu'on le confie à la CENI, qui, à mon avis, devait aller au-delà. Je pense que au-delà de tout, au lieu de rester dans le périmètre politique, il faudrait quand même adjoindre à cette CENI-là une procédure beaucoup plus... moi, je ne me retrouve pas, disons, dans le chemin technique dont on a parlé, mais il devait quand même retrouver, disons, un chemin qui permettrait beaucoup plus de renforcer cette crédibilité-là qu'on a voulu. Bon, bref. C'est passé, on ne l'a pas fait, nous sommes dans le chemin. Maintenant, répondant à votre question, moi je trouve deux problématiques. D'abord, le fait que, disons, la coalition, ou du moins sur l'opposition, n'ayant pas encore intégré la CENI. D'abord, je passe sur deux concepts. Dans un premier temps, aujourd'hui, disons, cela favorise un peu, disons, l'organisation de ces recensements, dans la mesure où nous n'avons plus la question, lorsque l'opposition, ou disons, oui, l'opposition a intégré la CENI, la question du quorum ne serait plus posée. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette barrière-là qui est déjà levée. Parce que nous sommes dans un schéma où nous avons, disons, égalité de membres. Je ne pense pas qu'on puisse encore parler. Il y a le monsieur de l'administration qui peut toujours faire... Mais je ne pense pas quand même un seul nombre. Disons, il se retrouvait avec 9 contre 8. Oui. Mais je ne pense pas qu'on pourrait parce que parler... le quorum, c'est 9 sur 17. Mais quand même, ça ne donnera pas assez de légitimité à cette CENI-là. Est-ce que la CENI recherche la légitimité avant de travailler? Parce que la CENI, comme on l'a dit, c'est un travail technique. Il y a pas... Normalement, on essaie peut-être juste de politiser une institution qui est purement technique à la fin. Technique, je ne crois pas. Mais au-delà de tout,
répondant justement à votre question, je me dis aujourd'hui, parlant donc de reprendre tout, d'ailleurs même lorsque l'opposition intégrera la CENI, ou même s'il avait intégré, je me dis, est-ce qu'on restera dans la posture du boycott? Je n'en sais rien. Mais le chemin laisse présager que on appellera à ce boycott-là, mais cela ne sonnera pas bien parce qu'on n'a pris part à une CENI. D'abord, la CENI aura des difficultés à avoir des membres au niveau des CELI ou bien, parce que nous avons vu sur le terrain, ils sont partout ailleurs, il y aura ce problème-là. Donc, je me dis, c'est tout un mélange de salade russe qu'on va assister et qui, aujourd'hui, je pense que ne permettrait pas réellement de résoudre les problèmes. Mais toutefois, aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que d'ici les jours à venir, le problème de l'UFC et ses amis de la coalition va être résolu. Mais la grande question est de savoir, comme cela arrive sur toutes les lèvres, que est-ce qu'on reprendra à zéro? L'opposition ou la coalition croit dur, mais je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les moyens qui sont investis, j'en doute très fort, mais il y aura certainement des durées de prorogation parce que on a tous constaté que dans la zone 1, la majorité ne sont pas fait recenser. Pas parce qu'ils ont suivi un mot d'ordre de parce qu'ils n'ont pas pu. Mais c'est parce qu'ils étaient allés, mais le temps n'était pas. Georges Déo. Oui. Moi, je voudrais dire quelque chose ici. C'est que quand nous analysons ce qui se passe avec le recensement, la CENI et tout, nous allons remarquer qu'il y a l'opposition. Hein, ce n'est pas seulement pour la CENI, il y a l'opposition qui, dans sa réaction, dans tout ce qu'il fait, veut dire que l'élection ne peut pas avoir lieu le 20 décembre comme la CEDEAO l'a recommandé. Et le pouvoir, ou bien surtout le gouvernement, qui veut respecter le calendrier de la CEDEAO. Donc, tout ce que l'opposition peut faire pour faire obstruction à cette date butoir, vous allez constater que c'est ce qui se met en route. Aujourd'hui, si nous parlons de ce qui se passe avec les cinq parlementaires qu'on doit choisir avec l'UFC, vous allez voir que c'est des choses qui peuvent être faciles. Ça n'a pas... En politique, rien n'est jamais facile. Oui, mais c'est que si nous voulons que les choses aillent et que nous respectons le calendrier et les recommandations de la CEDEAO, ça peut se faire. Ça n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est que même au sorti, au 31, même bien avant, lorsque la CEDEAO a donné une date vers novembre, je crois bien, ça doit être novembre, vous me corrigerez, et quand la coalition était sortie, c'est la coalition a dit mais que ça ne pourrait pas être possible. Mais quand le 31 juillet, la CEDEAO a donné une date maintenant, une date du 20 décembre, impérative. La coalition a dit mais que la CEDEAO n'a pas tenu compte de un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que la coalition s'inscrit toujours dans le sens que les élections ne pourront pas être lieu, surtout cette année, le 20 décembre. En fait, de manière globale, moi, comment je lis la situation, c'est que il y a eu une crise au Togo et on a eu deux acteurs auxquels on a renvoyé l'exigence d'un dialogue. Mettez-vous ensemble, aplanissez et faites les choses. Mais en réalité, dans les faits, ce sont des personnes qui ne se sont pas entendues. En réalité, il n'y a pas eu un médiateur qui vient aplanir les choses et qui les règle pour qu'on aille de manière consensuelle à quelque chose. On est parti chercher un arbitre qui, pour éviter de rentrer dans tout type de litige, a proposé un calendrier et puis gérer. Et le problème qui s'est posé, c'est que quand cet arbitre est venu à poser son calendrier, tout le monde a fait en fonction de ce que cet arbitre a fait, alors qu'en réalité, ce n'est pas un arbitre, c'est un médiateur. Par conséquent, le gouvernement qui avait déjà amorcé le processus d'organiser des élections
a été renforcée dans le fait que, effectivement, le médiateur a dit, mais effectivement, oui, il faut que vous fassiez aux élections, il y a des échéances, je vous propose ce calendrier. Et eux, ils ont amorcé ce calendrier parce que, grosso modo, comme il n'y a aucune entente et il y a toujours des litiges entre nos politiciens, ceux qui sont du côté du gouvernement ont estimé que non, mais ceux de l'opposition viendraient à les retarder et à leur reprocher le retard plus tard. Donc, eux, ils ont amorcé leur calendrier. En mode, bon, on s'en fout de vous, j'amorce moi le calendrier, vous nous rejoindrez plus tard après avoir discuté. Maintenant, ceux de l'opposition, comment dirais-je, bien entendu, ont voulu mettre un certain nombre d'exigences. Et après avoir été au bout de ces exigences-là, dos au mur, on leur dit, mais au fait, il faut que vous rejoigniez le processus. Or, le problème qu'il y a avec le processus, c'est qu'il y a une vérité. C'est que s'il est gardé tel qu'il est avec le calendrier actuel, moi, je me pose la question de tout ce qui va se passer en termes de campagne, processus, tout ça. Parce que là, sur ce point-là, le parti Unir, lui, il a un avantage. Parce que dès le début, il était déjà dans un processus de respecter des élections quand ceux de l'opposition disaient, mais il n'y en aura pas. Et ce que je voudrais dire par rapport à ce qui se passe au niveau de la CENI, c'est que nous devons savoir que le pouvoir ou bien le gouvernement, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. On ne peut pas remplacer les places. Aujourd'hui, si vous êtes opposition, vous jouez le rôle de l'opposition. Et quand vous êtes au pouvoir, vous jouez le rôle du pouvoir. Merci à Adam. C'est ça le problème. C'est compris, le temps est déjà parti. On met un terme à l'émission. On se retrouve demain.